Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'investissement dans les marchés émergents à travers les actions, à travers la dette également. Ce sont les domaines d'expertise de Gemway Assets et son président Bruno Vannier qui est avec moi en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup. Parler des émergents, c'est aussi parler de la tech mondiale et des chaînes de valeur de la technologie mondiale aujourd'hui, à commencer par les semi-conducteurs. Quand on regarde évidemment du côté de l'Asie spécifiquement, Bruno, on va rentrer dans la période de publication des résultats des grands groupes occidentaux. Bon, pour les techs, je crois qu'il faudra attendre encore quelques semaines, mais que nous disent effectivement ceux qui travaillent dans cette chaîne de valeur des semi-conducteurs en provenance d'Asie et qui ont effectivement des grands clients comme Nvidia, Apple ou d'autres. Ah bah Nvidia c'est le client, j'ai envie de dire que tout le monde veut. Parfait, j'imagine, oui. Juste deux chiffres sur Nvidia quand même, c'est assez impressionnant. En mars 2023, c'est-à-dire un an à peu près, on prévoyait un chiffre d'affaires pour 2024. Enfin, les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards de dollars, ce qui était quand même déjà pas mal, quoi. Aujourd'hui, la même prévision pour 2024, c'est 109 milliards de dollars. Donc, on a multiplié par 3 quand même à peu près les prévisions. Alors, je ne sais pas si on va faire 109, on aura peut-être un peu plus ou un peu moins, mais en tout cas, c'est juste pour vous donner la taille du phénomène. La taille du phénomène. Ah ouais. Donc, il ne faut pas s'étonner d'une certaine manière de voir que le cours de Nvidia a multiplié quasiment par 3 depuis. En fait, ses prévisions de son chiffre d'affaires ont multiplié par 3 et les prévisions sans doute de ses bénéfices ont dû multiplier même plus que par 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, nous, sur l'Asie, ou ce que dit l'Asie là-dessus? Alors, la bonne nouvelle en Asie, c'est que c'est elle qui fait, c'est elle qui fournit. Elle n'a pas forcément le design, je veux dire, donc la grosse partie de la valeur d'une carte graphique fabriquée par Nvidia, ça reste chez Nvidia. Il ne faut pas croire que tout le monde en profite d'une certaine manière. Mais en termes de chiffre d'affaires supplémentaires pour les sociétés asiatiques, taïwanaises, coréennes, en termes de demandes supplémentaires, additionnel par rapport à ce qu'on avait pu prévoir auparavant, quoi, c'est quand même énorme, quoi. Et donc ça fait bien sûr des différences sensibles sur les prévisions bénéficiaires de ces groupes et sur leur cours boursier, quoi, indéniablement. Et ça se retrouve effectivement, ça paye aujourd'hui, c'est un secteur en Asie qui a le vent en poupe. Ah, clairement. Tous ceux qui travaillent dans cette chaîne de semi-conducteurs. Alors, on l'a vu dans certains parcours boursiers à Taïwan, notamment des sociétés qui sont assez directement influents, liés à Nvidia, sous forme d'être fournisseurs, ont vu bien sûr leur cours de bourse monter beaucoup. TSMC, qui est la plus grande valeur émergente, la plus grande valeur asiatique également, en bénéficie également. Mais je dirais que les valorisations n'ont rien d'exceptionnel. On n'est pas sur des cours enfin, des valorisations très élevées, quoi, à un moment où même le cycle des semi-conducteurs, en dehors de l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire plus traditionnelle, est en train de repartir également, quoi. Il faut voir que la mémoire HBM, de mémoire haute densité qui est utilisée dans les serveurs d'intelligence artificielle, c'est des DRAM. Donc ça prend bien sûr de la capacité et donc le prix des DRAM bien sûr va augmenter. La mémoire vive, bien sûr. La mémoire vive, pardon. Même chose pour le NAND, c'est-à-dire les mémoires statiques. Donc tout ça est plutôt très bien orienté, autant en Corée qu'à Taïwan, quoi. Qu'en est-il de la Chine dans cette chaîne de valeur techno? Et je mets ça en relief avec la nouvelle du jour qui est que TSMC va obtenir encore plus de subventions et de prêts de la part des États-Unis pour déployer encore plus de capacités avec l'idée de produire vraiment la pointe de la pointe en termes de nanomètres des puces de demain sur le territoire américain. Est-ce que la Chine est en train de se faire déposséder d'une partie de ses capacités et de sa technologie, ou est-ce qu'il y a quand même un mouvement de, entre guillemets, résistance qui tient la route? Disons, TSMC, juste pour vous, TSMC aujourd'hui produit en Chine sur des technologies matures. Donc on ne parle pas bien sûr des technologies avancées qu'elle produit aujourd'hui à 100% à Hsinchu, pour être exact, à côté de Taipei. Bien sûr, le monde entier veut attirer TSMC pour diversifier, pour faire face aussi à un sujet eux-mêmes en ont besoin peut-être, j'imagine. Et donc TSMC s'est engagé à construire des unités de fabrication aux États-Unis, en Europe, en Allemagne notamment, et au Japon, quoi.
Et pour ça, bien sûr, des montants très importants, avec des aides non négligeables. On parle d'une même douzaine de milliards de dollars, avec un chiffre quasiment de plus de la moitié quasiment aux États-Unis. Donc TSMC à la part belle, j'ai envie de dire, tout le monde a envie de les avoir chez eux. Mais même si tout ça se fait, et tout ça se fera, on parle à horizon 2030 de même pas tout à fait entre 15 et 20% de la capacité de production de TSMC. D'accord. Donc, ce qui se fait aujourd'hui à Taïwan restera prépondérant, quoi. Et donc, TSMC sera toujours dans ce jeu géopolitique, en tout cas pour au moins les 20 prochaines années, dans ce jeu géopolitique entre la Chine, les États-Unis et bien sûr Taïwan. Un mot de l'Inde, qui reste le marché émergent en croissance, l'économie en croissance, le marché le plus cher aussi dans les émergents, Bruno, et ça fait des années que c'est le cas. Et quand c'est très bien, c'est cher. On en parle, quand c'est bien, c'est cher. Donc les élections arrivent, je sais pas, ça dure plusieurs semaines, c'est ça, les élections en Inde, évidemment, à la taille du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation, alors, de l'enjeu des élections pour un investisseur global, ou en tout cas un investisseur en actifs émergents, et donc en actifs indiens? C'est presque un non-événement. Il y a pas de surprise. Les sondages sont là pour dire que Modi, enfin en tout cas que le BJP va remporter ces élections haut la main, quoi. Et donc ce qu'on va regarder, c'est effectivement est-ce que c'est vraiment haut la main ou un peu moins ou un peu plus, quoi. Mais globalement, il n'y a pas trop d'incertitude quant au succès à venir de Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, qui va rempiler pour son 3e mandat, quand même. C'est une stabilité pour le meilleur? C'est une stabilité... d'un point de vue économique ou d'investissement, voilà. J'entends. Alors après, on peut critiquer. C'est vrai que bien sûr, c'est un homme fort, entre guillemets. Est-ce que c'est une démocratie? C'est quand même a priori la plus grande démocratie mondiale, mais avec un parti qui va être pendant plus d'une décennie au pouvoir. Quelque part, tant que Modi délivre, les Indiens sont parfaitement satisfaits de cette situation, et on le voit dans les scores électoraux, ça a été de mieux en mieux, j'ai envie de dire, quoi. Et Modi délivre indéniablement, quoi. Alors on peut bien sûr penser ce qu'on veut sur le personnage, mais ces réformes qui ont été amorcées il y a avant le Covid, mais il y a plus de 5-6 ans, donnent des résultats extraordinaires aujourd'hui et permettent à la croissance indienne d'être à un niveau largement au-dessus de ce qu'elle aurait été sans ces réformes. Les Indiens s'enrichissent. Alors on part d'un niveau quand même relativement bas, quoi, bien sûr, quoi. Il y a de moins en moins, j'ai envie de dire, de subventions, c'est quand même ce qui représente bien que le modèle marche, quoi, fonctionne. Donc il y a peu de chances que, bien sûr, il y a beaucoup de chances, bien sûr, qu'il soit réélu, et je pense que c'est pour le meilleur, en tout cas pour un prochain mandat. Oui. Ça milite pour rester investi en Inde. Absolument. Plus que jamais, Bruno. Plus que jamais. Alors, si jamais le résultat était un peu moins bon que prévu, peut-être le marché corrigerait un petit peu. Ce serait sans doute une occasion pour se dire, renforçons, parce que de toute façon, l'avenir politique ne va pas dépendre d'un résultat qui sera soit excellent, soit un peu moins qu'excellent, quoi. Donc, renforçons l'Inde si jamais ça corrige un petit peu. Alors, est-ce que c'est un marché qui a atteint... Alors, je ne parle pas pour un investisseur émergent qui est investi pleinement dans les émergents, mais pour des allocataires un peu plus globaux, est-ce que l'Inde est désormais une brique qui atteint le statut de core asset, d'une certaine manière, d'actif cœur dans un portefeuille, là où on pensait que ce serait la Chine? Non, mais c'est oui. Tout à fait ça, tout à fait. C'est plus juste de la diversification, ça devient cœur pour un allocataire mondial. Ouais, absolument. Et encore, même au sein de l'indice émergent, l'Inde, c'est que 17 et quelques pourcents. Alors, vous allez me dire, c'est passé de 8 il y a 5 ans à 17 aujourd'hui, donc ça a bien augmenté. Mais à la taille du pays, finalement, surtout à son potentiel, c'est pas énorme. Donc, d'avoir une vingtaine de pourcents, c'est ce qu'on a du reste sur ce marché. Ça nous paraît tout à fait judicieux à horizon moyen terme. Et pour un allocataire global, ça fait absolument sens, bien évidemment. Quoi. Ce sera, ce n'est pas le cas encore, mais ce sera très très vite la 3e puissance mondiale. Tiens, justement, petite parenthèse au sujet du risque Trump. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche le 5 novembre prochain. Tout le monde a en tête la Chine, etc., l'affrontement stratégique, bien sûr. Est-ce que la taille de l'Inde, la croissance de l'Inde, la place de l'Inde peut faire de l'Inde, je ne sais pas, un sujet de préoccupation pour une administration Trump qui reviendrait aux affaires? La vision américaine sur l'Asie, c'est
la Chine, c'est la Chine. C'est l'ennemi. Ça reste la Chine. Bon, je pense que Washington ne peut pas se permettre non plus d'avoir deux ennemis d'une taille absolument importante en termes de population autant. Donc, l'Inde est vraiment dans une position géopolitique qui est plutôt protégée de ce point de vue-là. Lui est favorable structurellement, j'ai envie de dire. Après. Là où Trump pourrait avoir des commentaires un peu incertains, c'est notamment les Indiens qui travaillent, notamment dans les services informatiques, qui travaillent pour des sociétés américaines ou qui travaillent aux États-Unis, envoyés par les sociétés indiennes aux États-Unis. Ces histoires de visas, comment ils sont accordés, ils pourraient sans doute peut-être resserrer le sujet. Mais c'est un épiphénomène. Je veux dire, ça peut être négatif à court terme pour certaines sociétés de services informatiques comme Infosys ou TCS, mais la vision géopolitique ne le changera pas. Ouais. Un mot rapide de l'Amérique latine, qui est peut-être très dépendante de ce que va faire la Réserve fédérale américaine maintenant. C'est si on regarde les marchés d'Amérique latine. Très dépendante, je ne notamment. dirais pas ça, mais c'est vrai que historiquement, l'Amérique latine est plus sensible à la politique monétaire américaine. Les attentes d'une baisse des taux aux États-Unis étaient assez élevées, j'ai envie de dire, en début d'année. Aujourd'hui, elles le sont un peu moins, voire il n'y a plus de baisse. Ça devient une hypothèse. Ça devient une hypothèse, voilà. Ça. Mais au vu du dynamisme américain, on peut se dire que pourquoi baisserait-il les taux ? Enfin, je veux dire, c'est une certaine cartouche qu'ils doivent garder plutôt que l'utiliser aujourd'hui. Donc, marginalement, j'ai envie de dire, c'est moins positif pour l'Amérique latine. Et de fait, la Banque centrale brésilienne, qui a baissé ses taux encore il y a quelques semaines, a eu un discours un peu plus prudent effectivement, sur moins automatique. Moins automatique, voilà. Mais la Banque centrale mexicaine a baissé ses taux là où on ne l'attendait pas forcément. Ouais. À mon avis, il n'y a pas un risque énorme à ce niveau-là, mais c'est vrai que la baisse des taux américaines, il faudra attendre peut-être un peu plus. Non, mais intéressant, on a suivi les débats, effectivement, c'était en mars, la Banque centrale du Mexique qui baissait ses taux, on a vu les minutes la semaine dernière. Bon, c'était déjà un peu disputé. Il y a déjà quelques banquiers centraux mexicains qui se demandent s'ils ont bien fait de baisser en mars. Ça n'a pas empêché le peso mexicain d'être sans doute aujourd'hui la meilleure devise quasiment au monde depuis le début de l'année. Face au dollar. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur la sphère émergente. Vous venez régulièrement nous en parler. Bruno Vanier, président de Gémeaux Assets, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.